Bienvenue dans cette deuxième partie de ce top 50. Alors oui, j'ai changé un petit peu de lieu parce que la caméra avait beaucoup trop chaud. Il y avait trop de soleil de l'autre côté, donc à mon avis, je pense que je ferai tout le top 50 ici. Bref, trêve de bavardage, bienvenue dans la deuxième partie, dans la deuxième vidéo, où nous allons aborder les personnages de Fairy Tail, classés des places 40 à 31. Beaucoup semblent avoir déjà oublié la princesse Jade, et ça m'étonne parce qu'on oublie quand même que c'est un personnage majeur dans Fairy Tail. Enfin, elle a eu une importance capitale dans un des arcs, notamment l'arc des jeux magiques et de l'arc Eclipse. Comme je vous l'ai mentionné, c'est elle-même l'instigatrice de ce projet Eclipse, donc c'est-à-dire de remonter le temps afin de vaincre Zélef. Elle a également participé au sauvetage des esprits dans l'arc des esprits stellaires. Elle est accessoirement également princesse du royaume de Fioré, et surtout elle a une dévotion incroyable envers tous ses sujets, donc c'est quand même pas mal. J'adore particulièrement la façon dont elle a de savoir gérer tout un royaume, parce que c'est quand même pas évident, faut bien se le dire, d'être au pouvoir, d'être au-dessus de tout le monde. Elle a une certaine fidélité envers tous ses soldats, et puis mine de rien, elle a quand même un certain charme, il faut bien l'avouer. Seulement, je n'apprécie pas du tout son côté pleurnicheuse à tout va. Le personnage ne se remet jamais en question au fil des arcs, et surtout il y a un choix criant, des mauvais choix criants de la part de ce personnage, et ça c'est vraiment dommage. Donc oui, Princesse Jade est cool, jolie, mignonne, attachante, tout ce que vous voulez, mais c'est pas suffisant pour figurer beaucoup plus haut dans ce classement. Alors pour être honnête, je n'aurais jamais cru, mais jamais, mettre un personnage qui soit de la famille de Cherry dans ce top 50. Et pourtant c'est arrivé. Bizarrement, Cheria, la cousine de Cherry, semble être l'exception à la règle, on va dire. Je trouve que ce personnage est attachant, elle est mignonne, et puis surtout elle a une très belle complicité avec Wendy Marvel. Et bien sûr, je ne comprends pas l'idée absolue de vouloir en faire un élément important de l'histoire, un élément clé, de vouloir qu'elle fasse partie de Fairy Tail. Au contraire, pour ce personnage, je trouve qu'un rôle de second lui va plutôt bien. Et puis, je suis désolé, c'est pas parce que votre univers est riche et vaste, qu'il y a beaucoup de personnages, qu'il faut absolument mettre tout le monde au premier plan. C'est pas là l'intérêt principal. Il peut y avoir des personnages secondaires, voire des tertiaires. Donc oui, en soi, c'est un très bon personnage, comme je vous l'ai dit, mais encore une fois, c'est un très mauvais choix de vouloir absolument mettre Cheria au premier plan et ne pas se dire tout simplement que le second rôle lui va très bien. C'est peut-être tout simplement ça. Je suis malheureusement désolé, mon cher Léon Bastia, mais je devais de te mettre aussi loin dans ce classement, et malgré tes bons côtés, parce que tu en as finalement. Le gros problème de ce personnage, je trouve qu'au fil des arcs, au fil des épisodes, il est devenu beaucoup trop gaguesque à mon goût, voire presque trop rose bonbon, perdant au passage son côté attachant et surtout son côté rebelle qui faisait entre guillemets sa force. Il avait réussi à se démarquer notamment de son rival Grey, de par sa force, de par son intelligence, avec l'objectif à chaque fois de surpasser son maître Houle, mais non, on a préféré mettre au placard, à la corbeille si je puis dire, un personnage important avec un bon background, au profit d'un personnage mou, sans véritable importance au sein de l'histoire, et qui passe sa vie justement à draguer de gauche à droite, sans être véritablement déterminant dans l'histoire. Pour le trou, je trouve qu'il aurait été judicieux de garder le caractère solitaire, ambitieux, rebelle du personnage, parce que ça faisait tout simplement sa force, et puis ça nous offrait une belle rivalité avec Grey notamment, mais non, encore une fois c'est dommage. Fairy Tail a décidé de passer cette optique du personnage et de nous offrir un personnage qui fait des blagues et qui drague, c'est beau. Ah, Evergreen, le merveilleux symbole de beauté de l'unité Raijin, de l'élégance, du charme. Et c'est peut-être logique vu que c'est la seule femme du trio. Evergreen, dès son apparition dans l'arc de la bataille de Fairy Tail, j'ai trouvé qu'elle était intéressante parce qu'elle avait un certain charme, un certain style, une certaine froideur, une adoration absolue et une foi inébranlable envers l'unité Raijin, et surtout une foi inébranlable envers Luxus. Sans parler bien évidemment de la merveilleuse évolution de son personnage avec Elfman notamment, qui est très bien passé et surtout qui est très émouvant, en particulier dans l'arc Tenro, où là il y a véritablement un lien qui unit les deux personnages.
Et encore une fois, malheureusement, c'est le lot de beaucoup de personnages dans ce top 50, c'est qu'Evergreen est très vite repassé au rang du second plan, du second couteau, voire même de supporter pendant certaines batailles. Mais malheureusement, les gars, c'est le lot d'animés aussi longs qu'on peut avoir comme One Piece, Dragon Ball ou encore Fairy Tail, c'est qu'on ne peut pas garder tous les personnages au premier plan, parfois il faut en retirer, les mettre en arrière pour mettre en lumière d'autres, donc voilà, c'est un petit peu le lot de tous ces animés à rallonge malheureusement. Vous avez bien lu la transition, il va être question des Exceed, vous savez les fameux chats de toutes les couleurs qui arrivent à voler avec des ailes d'ange dans Fairy Tail. Donc voilà, on va parler entre guillemets de ces personnages dans leur globalité, et non, il n'y aura pas Carla et Happy dans ce top 50, j'en suis désolé. Alors pour ceux qui viennent de débarquer et qui ne connaîtraient pas Fairy Tail, c'est tout à fait possible. Les Exceed, je vous l'ai dit, ce sont un petit peu des chats volants de toutes les couleurs avec des ailes d'ange qui habitent à Edolas, notamment dans une île flottante, où pendant des années, ces chats ont été considérés comme des divinités absolues au-dessus de l'homme, au-dessus des lois, enfin bref, ils étaient les boss du game. Il y en a plein qui sont attachants, qui sont mignons, et notamment Lecter et Frosh en sont de parfaits exemples, parce que oui, il y a Happy et Carla, mais il y en a eu d'autres qui au fil de l'histoire se sont installés comme on va dire des personnages mascottes comiques mais attachants. Il y a une chose que je ne peux pas apprécier chez ces personnages, c'est tout simplement le pardon facile qui leur est fait, c'est-à-dire que c'est quand même des petits chats qui pour des histoires politiques ont fait souffrir des familles, ont fait souffrir des enfants sans en avoir honte, ça c'est quand même extrêmement important de le dire, donc voilà, c'est un peu facile. Alors d'accord, oui, il y a les secrets politiques, les secrets d'État, mais une autre méthode un petit peu plus diplomate aurait peut-être été nécessaire, voire même utile à ce moment-là. Hades, Precht, peu importe son nom, ce personnage est tellement génial, tellement impressionnant, et il disparaît tellement vite dans l'animé, c'est tellement dommage, oui. Ce personnage a des connaissances énormes sur la magie, et peu importe si c'est une magie qui date d'il y a 10 ans ou d'il y a 20 ans, il a fait partie et a été même un des fondateurs de la guilde de Fairy Tail, donc il a une histoire énorme avec cette guilde, et surtout il fait preuve d'un cynisme machiavélique envers ses ennemis jurés, son ancienne guilde, donc tout simplement j'adore ce personnage. Et puis je vous l'avoue, le combat final sur Tenro avec Natsu, Erza, Grey et tout contre Hades est clairement un des plus badass et un des plus impressionnants, il faut le dire. Alors je vous l'avoue, si Hades avait été introduit un petit peu plus tôt dans l'histoire, avec des combats un petit peu plus palpitants les uns que les autres, voire des combats importants, il faut le dire, peut-être, je dis bien peut-être, que ce personnage mériterait de faire partie du top 10, mais c'est pas en faisant un combat par-ci, un combat par-là, un combat le dimanche que tu mérites d'être considéré comme un personnage clé dans l'histoire, ça ne va pas ça. Je vais vous faire une confidence, je préfère 100 fois le Hades, donc Precht, dans le spin-off Fairy Tail Zero, parce que le personnage a un meilleur développement, un meilleur background, et surtout il a une meilleure prestance que le Hades dans l'anime Fairy Tail. Donc oui, ça donne quand même une idée du personnage en tant que tel. Ah, ça m'ennuie de vous dire ça, mais si Elfman n'avait pas détruit le QG de Fairy Tail pendant l'arc de Tartaros, peut-être qu'il serait plus haut dans ce classement. Elfman, qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi t'as détruit ce QG, bordel? Blague à part, j'adore ce personnage pour plusieurs raisons, notamment pour son âme de combattant qu'il aime tant montrer, sa force d'homme comme il aime aussi tellement le dire, et puis son évolution lente mais progressive au fil de l'histoire. Parce que oui, si on reprend les bases de l'animé, dans les prémices, il est présenté comme quelqu'un qui ne pense qu'à la force, qui ne pense qu'à combattre, et puis surtout, il a des répliques de beauf par moments, voire même sexistes, on va dire ça comme ça. Mais plus l'animé avance, plus tu apprends à l'apprécier, notamment pour son rôle de grand frère, avec ses sœurs Mira Jane et Lissana. Je reviens encore dessus, mais le seul truc dommage, voire même frustrant pour ce personnage, c'est qu'il soit à l'origine, je dis bien à l'origine, de la destruction du QG de Fairy Tail dans l'arc de Tartaros. Alors oui, on va me dire, ouais, t'abuses un petit peu, mais quand même les gars, ce qui veut dire que cette destruction, c'est un peu de sa faute, parce que s'il arrive à se faire attraper facilement par le contrôle mental de Sayla, ça montre tout simplement ses limites psychologiques et surtout les limites de force du personnage, c'est-à-dire qu'il n'a pas une force mentale pour surmonter un contrôle mental. Donc vous m'avez compris, donc oui, le personnage a quand même des limites et c'est dommage.
Ah, Yukino, la fameuse petite beauté agressive des tigres à dents de sable de Sabertooth. Et pour être honnête, j'apprécie beaucoup ce personnage parce qu'elle a un côté pudique, timide, voire très gentil. Et encore une fois, je suis très content et très satisfait qu'elle fasse partie de l'arc final de Fairy Tail. Sans oublier qu'elle a un très beau background avec notamment le mystère autour de sa grande sœur, hein, qu'elle a tant adorée étant petite, qu'il a souvent sauvé des petites brutes, des petites frappes. Un mystère sur la grande sœur qui sera levé et qui est levé bien évidemment dans la suite de Fairy Tail, même si on pense tous savoir et être sûr de qui il s'agit, hein, on va pas se le cacher. Ce qui est tellement dommage et tellement triste, c'est que ce personnage s'est effacé, je pense, naturellement après l'arc des esprits, alors que elle aurait pu faire partie d'autres intrigues principales de l'animé, et encore une fois, c'est dommage. Mais rassurez-vous les gars, rassurez-vous, elle reste quand même le symbole beauté de Sabertooth, le symbole qu'on adore tous. On va pas cracher sur Yukino parce qu'on l'apprécie tous, voilà, j'espère qu'il y en a qui apprécient Yukino, sinon ça va barder. Sincèrement, j'adore Houle pour plusieurs raisons dans Fairy Tail. Déjà parce qu'elle est attachante, elle est émouvante, elle a une très belle complicité et une très belle relation de guide avec ses disciples Gray et Léon. Elle a eu un rôle de mère qui, malgré les apparences, elle a toujours voulu le meilleur pour Ultia. Et puis surtout, elle fait quand même partie d'un des sacrifices les plus beaux et les plus marquants de l'animé. Vous savez, dans beaucoup d'histoires, dans beaucoup d'œuvres, dans beaucoup de livres, quoi que ce soit, il y a des personnages qui marquent, qui restent gravés dans notre esprit. Et Houle en fait clairement partie, et ce n'est que logique au vu de ce qu'elle a apporté dans l'animé. Malheureusement, malgré elle, elle fait partie de combats violents, voire même sanglants entre ses anciens disciples, voire même en son nom, parce qu'il y a eu des affrontements entre Gray et Léon pour savoir qui est le fautif dans sa mort, le combat entre Gray et Ultia afin de savoir si la mère a vraiment joué son rôle de mère. Donc malgré elle, elle est présente dans ces conflits. Je vais être honnête, j'aurais 100 fois préféré avoir un arc beaucoup plus long, voire même un arc entier rien que sur ce thème, entre Houle et ses disciples Gray et Léon. Je trouve que ça aurait très bien donné, il y aurait vraiment eu l'implication du spectateur dans l'histoire de ces personnages, donc oui, je regrette un petit peu qu'il n'y ait pas eu un arc là-dessus. Ça manquait quand même de mecs dans cette deuxième partie, mais heureusement, Midnight, le brin ténébreux, est là pour y remédier, mesdames. Alors c'est un des méchants les plus sous-estimés, voire moqués dans l'animé, mais je suis désolé, je trouve que son implication avec les Oration Sei est très bien mise en scène. On a vraiment un gars qui est méchant, qui est diabolique, qui n'a peur de rien. Et puis je trouve également sa repentance avec Crime Sorcière belle et c'est émouvant surtout. Midnight est quelqu'un de mystérieux, il est diabolique, il est sadique, et sadique sur tous les points, et surtout son pouvoir d'illusion est très impressionnant, et en tant que spectateur neutre, Midnight est un très bon personnage. Retenez également une chose si vous tournez en extérieur, les motos. Les motos, c'est à chier quand vous tournez en extérieur. Retenez-le bien, ça. Ce qui lui manque pour être un petit peu plus loin dans ce classement, un manque de personnalité criante, surtout après l'arc Oration Sei. Oui, parce que bon, il revient avec Zentopia, avec le Oration Sei 2.0, mais voilà, cet arc n'aurait jamais dû exister, on est bien d'accord, et j'aurais 100 fois préféré voir Midnight dans un rôle, dans un autre moment clé de l'histoire, simplement. Mais encore une fois, je le redis, sa repentance avec Crime Sorcière montre tout simplement la volonté de ce personnage de changer, d'effacer ses erreurs passées, et ça montre aussi une véritable force de caractère. Donc oui, la 31e place, c'est entre les deux, c'est entre bien et plutôt pas mal, donc voilà, il mérite cette place au classement. Et bien voilà les amis, nous en avons terminé avec cette deuxième vidéo pour ce deuxième jour. On se retrouve mercredi pour la troisième vidéo où vous aurez donc la troisième partie de ce top 50 où on parlera de ceux qui ont réussi à se classer dans mon top 20 plus ou moins. Donc ça va être pas mal. Allez, à très bientôt et salut!